peut-être un œil quand le poète accepte les légères démences de la poésie. Ô cercle magique, œil de tout être, œil de volcan injecté des sangs malsains, œil de ce lotus noir surgi des calmes du songe. Et Yvan Goll, donnant au soleil regard sa puissance impérieuse, peut écrire encore « L'univers tourne autour de lui, œil à facettes qui chassent les yeux des étoiles et les implique dans ton système giratoire, emportant des nébuleuses dieux dans ta démence. » Yvan Goll dans Les cercles magiques. Tout à nos rêveries heureuses, nous n'abordons pas dans ce simple livre la psychologie du mauvais œil. Que de recherches il faudrait faire pour séparer le mauvais œil contre les hommes et le mauvais œil contre les choses. Qui se croit une puissance contre les hommes admet facilement qu'il a puissance contre les choses. On trouve la note suivante dans le dictionnaire infernal de Colin de Plancy. Il y avait en Italie des sorcières qui d'un seul regard mangeaient le cœur des hommes et le dedans des concombres. Mais le rêveur de monde ne regarde pas le monde comme un objet. Il n'a que faire de l'agressivité du regard pénétrant. Il est sujet contemplant. Il semble alors que le monde contemplé parcourt une échelle de clarté quand la conscience de voir est conscience de voir grand et conscience de voir beau. La beauté travaille activement le sensible. La beauté est à la fois un relief du monde contemplé et une élévation dans la dignité de voir. Quand on accepte de suivre le développement de la psychologie esthétisante dans la double valorisation du monde et de son rêveur, il semble qu'on connaisse une communication de deux principes de vision entre l'objet beau et le voir beau. Alors, dans une exaltation du bonheur de voir la beauté du monde, le rêveur croit qu'entre lui et le monde, il y a un échange de regards, comme dans le double regard de l'aimé à l'aimer. Le ciel semblait un grand œil bleu qui regardait amoureusement la terre, Théophile Gautier dans Nouvelle. Pour exprimer alors la thèse de Novalis d'un pancalisme actif, il faudrait donc dire « tout ce que je regarde me regarde ». Douceur de voir en admirant, orgueil d'être admiré, voilà des liaisons humaines, mais elles sont actives dans les deux sens dans notre admiration du monde. Le monde veut se voir, le monde vit dans une curiosité active avec des yeux toujours ouverts. En unissant des songes mythologiques, nous pouvons dire « le cosmos est un Argus ». Le cosmos comme de beauté est un Argus, somme Dieu toujours ouvert. Ainsi se traduit au niveau cosmique le théorème de la rêverie de vision. Tout ce qui brille voit et il n'y a rien dans le monde qui brille plus qu'un regard. De l'univers qui voit, de l'univers Argus, l'eau donne mille témoignages. À la moindre brise, le lac se couvre d'eau. Chaque vague se soulève pour mieux voir le rêveur. Théodore de Banville a pu dire « il existe une ressemblance effrayante entre le regard des lacs et celui des prunelles humaines ». Revue fantastique. Article consacré à Dresden. Faut-il donner à cette ressemblance effrayante tout son sens? Le poète a-t-il connu l'effroi qui saisit un rêveur de miroir quand le rêveur se sent regardé par lui-même? Être vu par tous les miroirs du lac finit peut-être par la hantise d'être vu. C'est Alfred de Vigny, je crois, qui note la pudeur alarmée d'une femme qui s'aperçoit soudain que son chien vient de la regarder tandis qu'elle changeait de chemise. Mais nous reviendrons par la suite sur ce renversement d'être que le rêveur apporte au monde contemplé par le peintre qui voit beau. Mais du monde au rêveur, le renversement est encore plus grand quand le poète oblige le monde à devenir, au-delà même d'un monde du regard, le monde de la parole. Dans le monde de la parole, quand le poète abandonne le langage significatif pour le langage poétique, l'esthétisation du psychisme devient le signe psychologique dominant. La rêverie qui veut s'exprimer devient rêverie poétique. C'est dans cette ligne que Novalis a pu dire nettement que la libération du sensible dans une esthétique philosophique se faisait en suivant l'échelle musique, peinture, poésie. Nous ne prenons pas à notre compte cette hiérarchie des arts. Pour nous, tous les sommets humains sont des sommets. Les sommets nous révèlent des prestiges de nouveauté psychique. Par le poète, le monde de la parole est renouvelé en son principe. Du moins, le vrai poète est bilingue. Il ne confond pas le langage de la signification et le langage poétique. Traduire une de ces langues dans l'autre ne saurait être qu'un pauvre métier. L'exploit du poète au sommet de sa rêverie cosmique est de constituer un cosmos de la parole. L'image est formée des mots qui la rêvent, dit Edmond Jabès dans Les mots traces. Que de séduction le poète doit associer pour entraîner un inerte lecteur, pour que le lecteur comprenne le monde à partir des louanges du poète.
Vivre dans le monde de la louange, quelle adhésion au monde. Toute chose aimée devient l'être de sa louange. En aimant les choses du monde, on apprend à louanger le monde. On entre dans le cosmos de la parole. Alors quelle nouvelle compagnie du monde et de son rêveur. Une rêverie parlée transforme la solitude du rêveur solitaire en une compagnie ouverte à tous les êtres du monde. Le rêveur parle au monde et voici que le monde lui parle. De même que la dualité du regardé au regardant se magnifie en une dualité du cosmos à l'Argus, la dualité plus subtile de la voix et du son monte au niveau cosmique d'une dualité du souffle et du vent. Où est l'être dominant de la rêverie parlée? Quand un rêveur parle, qui parle, lui ou le monde? Nous invoquerons ici un des axiomes de la poétique de la rêverie, un véritable théorème qui doit nous convaincre de lier indissolublement le rêveur et son monde. Nous empruntons ce théorème poétique à un maître en rêverie poétique. Tout l'être du monde, s'il rêve, rêve qui parle. Henri Bosco dans l'Antiquaire. Mais l'être du monde rêve-t-il? Ah, jadis, avant la culture, qui en aurait douté? Chacun savait que le métal dans la mine lentement mûrissait. Et comment mûrir sans rêver? Comment, en un bel objet du monde, amasser des biens, des puissances, des odeurs sans accumuler les rêves? Et la terre, quand elle ne tournait pas, comment, sans rêve, eût-elle mûri ses saisons? Les grands rêves de cosmicité sont garants de l'immobilité de la terre. Que la raison, après de longs travaux, vienne prouver que la terre tourne, il n'en reste pas moins qu'une telle déclaration est oniriquement absurde. Qui pourrait convaincre un rêveur de cosmos que la terre virevolte sur elle-même et qu'elle vole dans le ciel? On ne rêve pas avec des idées enseignées. Musset écrit dans les œuvres posthumes: le poète n'a jamais songé que la terre tourne autour du soleil. Oui, avant la culture, le monde a beaucoup rêvé. Les mythes sortaient de terre, ouvraient la terre pour qu'avec l'œil de ses lacs, elle regarde le ciel. Un destin de hauteur montait les avenues. Les mythes trouvaient ainsi tout de suite des voix d'hommes, la voix de l'homme rêvant le monde de ses rêves. L'homme exprimait la terre, le ciel, les eaux. L'homme était la parole de ce que macro-anthropos, qu'est le corps monstrueux de la terre. Dans les rêveries cosmiques primitives, le monde est corps humain, regard humain, souffle humain, voix humaine. Mais ces temps du monde parlant ne peuvent-ils renaître? Qui va à fond de rêverie retrouve la rêverie naturelle, une rêverie de premier cosmos et de premier rêveur. Alors le monde n'est plus muet. La rêverie poétique ranime le monde des premières paroles. Tous les êtres du monde se mettent à parler par le nom qu'ils portent. Qui les a nommés? Ne se sont-ils pas, tant leur nom est bien choisi, nommés eux-mêmes? Un mot en entraîne un autre. Les mots du monde veulent faire des phrases. Le rêveur le sait bien, qui d'un mot qui rêve fait sortir une avalanche de paroles. L'eau qui dort, toute noire dans les temps, le feu qui dort sous la cendre, tout l'air du monde qui dort dans un parfum, tous ces dormants témoignent en dormant si bien d'un rêve interminable. Dans la rêverie cosmique, rien n'est inerte, ni le monde, ni le rêveur. Tout vit d'une vie secrète, donc que tout parle sincèrement. Le poète écoute et répète. La voix du poète est une voix du monde. Libre à nous, naturellement, de passer la main sur notre front et d'écarter toutes ces folles images, toutes ces rêveries sur la rêverie d'un philosophe inoccupé. Mais alors, il ne faut pas lire plus avant la page d'Henri Bosco, il ne faut pas lire les poètes. Les poètes, en leur rêverie cosmique, parlent du monde en parole première, en image première. Ils parlent du monde dans le langage du monde. Les mots, les beaux mots, les grands mots naturels croient à l'image qui les a créés. Un rêveur de mots reconnaît dans un mot de l'homme qui est une chose du monde, une sorte d'étymologie onirique. S'il y a des gorges dans la montagne, n'est-ce pas parce que le vent jadis y a parlé? Dans les vacances du lundi, Théophile Gautier entend dans la gorge de la montagne des vents animalisés les éléments surmenés et las de leurs tâches. Il y a ainsi des mots cosmiques, des mots qui donnent l'être de l'homme à l'être des choses. C'est ainsi que le poète a pu dire: il est plus facile d'inclure l'univers dans un mot que dans une phrase. Marcel Avrène, pour une physique de l'écriture. Les mots par la rêverie deviennent immenses. Ils abandonnent leur propre détermination première. Ainsi le poète trouve le plus grand, le plus cosmique des carrés en écrivant: ô grand carré qui n'a pas d'angle. Henri Beauchot dans Géologie. Ainsi les mots cosmiques, des images cosmiques, tissent des liens de l'homme au monde. Un léger délire fait passer le rêveur de rêverie cosmique d'un vocabulaire de l'homme à un vocabulaire de choses.
les deux tonalités humaines et cosmiques se renforcent. Par exemple, écoutant les arbres de la nuit préparer leur tempête, le poète dira « Les forêts frissonnent sous les caresses du délire, aux doigts de cristal ». Pierre Réverdy dans Risque et péril. Pierre Réverdy écoute les peupliers qui vont si haut parler dans le ciel. Les peupliers gémissent doucement dans leur langue maternelle. C'est qu'il y a d'électrique dans le frisson, qu'il court sur les nerfs de l'homme ou sur les fibres de la forêt, à trouver dans l'image du poète un détecteur sensible. De telles images ne nous apportent-elles pas la révélation d'une sorte de cosmicité intime? Elles unissent au cosmos du dehors un cosmos du dedans. L'exaltation poétique, le délire humain de cristal fait frissonner en nous une forêt intime. Dans les images cosmiques, il semble souvent que les mots de l'homme infusent de l'énergie humaine dans l'être des choses. Voici par exemple l'herbe sauvée de son humilité par le dynamisme corporel d'un poète. L'herbe emporte la pluie sur ses millions d'échines, retient le sol de ses millions d'orteils. L'herbe répond à chaque menace en croissant. L'herbe aime le monde autant qu'elle m'aime. L'herbe est heureuse, que les temps soient durs ou non. L'herbe passe enracinée, l'herbe chemine debout. Arthur Lundqvist, Feu contre feu. Ainsi le poète met debout l'être, plié, pliant. Par lui la verdure a de l'énergie, un appétit de vie augmente par la fougue des paroles. Le poète ne décrit plus, il exalte. Il faut le comprendre en suivant le dynamisme de son exaltation. On entre alors dans le monde en l'admirant. Le monde est constitué par l'ensemble de nos admirations. Et nous retrouvons toujours la maxime de notre critique admirative des poètes. Admire d'abord